Bienvenue dans votre émission que vous aimez très bien, Coup de projecteur. Nous saluons vraiment tous nos abonnés, les gens qui nous aiment, qui partagent quand même nos vidéos. Aujourd'hui là, vraiment, nous avons un invité d'honneur sur notre plateau. C'est avec lui que nous allons essayer un peu de parler de beaucoup de choses. Nous allons parler sur la Constitution, nous allons parler sur les enjeux de l'ère et du Haut-Katanga aussi en particulier. Alors, dans quelques minutes, vous allez découvrir qui est notre invité d'aujourd'hui et vous allez vraiment suivre ses réponses parce que nos questions sont en nous. Merci beaucoup. Notre invité est là, c'est avec lui que nous allons vraiment trouver la lumière sur certaines questions un peu qui restent un peu ténébreuses. Vraiment, merci beaucoup. Merci. Prenez place. Oui, on a la joie vraiment de recevoir sur notre plateau M. Jean-Marie Tshilumbu. Il est vice-président fédéral de l'UDPS, Lubumbashi 1, et aussi conseiller au niveau de l'Union sacrée au Katanga. Il est aussi politologue de formation. Monsieur Jean-Marie, bonjour. Nous voulons le meilleur à vous. Merci beaucoup, vraiment. Avec vous, nous allons un peu essayer de parler sur ce qui reste un peu tabou aux oreilles des Congolais, aux yeux des Congolais. C'est sur le changement de constitution. Est-ce qu'il est important vraiment de changer la constitution vraiment dans notre pays? Bien, merci pour la question, monsieur le journaliste. Évidemment, le sujet il est d'actualité. Depuis que le président de la République, le chef de l'État, Fachi Beton, avait annoncé ça à Kisangani, il y aura encore beaucoup de salé qui va couler d'ici à ce qu'on puisse arriver à conclure cela. Ce qui est vrai, c'est que la Constitution doit être changée. Pourquoi? D'abord, dans la Constitution même, il est prévu, il y a une disposition qui prévoit qu'on peut changer, on peut réviser la Constitution. C'est prévu dans la Constitution. Donc ça ne tombe pas du ciel, c'est prévu qu'on peut réviser la Constitution. Et pourquoi on doit la réviser? Parce qu'elle n'est plus d'actualité. Cette Constitution-là, pour la petite histoire, tout le monde sait qu'il y avait une guerre dans notre pays ici. Il y avait des belligérants qui étaient en train de se battre ici. Et lorsque nous sommes arrivés à San City, il fallait trouver une solution pour qu'on puisse avoir la paix. Parce qu'à un moment donné, on peut se battre et puis on s'est dit non, cherchons maintenant la paix. Mais cette paix là-bas avait aussi un prix. Il fallait mettre sur pied une constitution. Eh bien, les belligérants se sont mis d'accord pour pouvoir prendre une constitution, mais dans leurs intérêts. Ça, je tiens à les souligner parce que ce n'était pas dans notre intérêt à nous. Comme chacun de chercher le pouvoir et que personne n'ayant gagné la guerre, eh bien, il fallait maintenant se partager les Congo comme étant un gâteau. On a créé donc cette constitution pour que chacun puisse se retrouver, soit comme président de la République, soit comme étant sénateur, soit comme étant, je ne sais pas, ministre, que sais-je encore, mais avec une portion de pouvoir. Et maintenant, certaines dispositions aussi dans la Constitution ne sont pas vraiment très heureuses pour nous, Congolais. Parce que ça ne nous donne pas vraiment satisfaction dans la mesure où ça ne permet pas de voir vraiment évoluer et nous épanouir, n'est-ce pas, dans notre propre pays. Voilà pourquoi nous estimons que cette constitution n'est pas d'actualité. Il fallait vraiment la réviser, si pas la changer. Alors vous dites très bien que cette constitution
vraiment n'est pas adapté à vos réalités, hein, je pense. C'est-à-dire que alors il y a en face de vous quelques opposants, figures emblématiques de notre pays, qui vous accusent, qui accusent le président de la République, qu'il a une pensée un peu qui est déjà connue d'avance, qu'il veut s'éterniser au pouvoir, aller au-delà de 2028. Parce que c'est cette même constitution qui a fait qu'il soit là toujours président de la République, qu'il soit élu président de la République. Mais aujourd'hui, arrivé maintenant, il a trouvé très bien, il a trouvé qu'il a failli directement. Il faut qu'il puisse maintenant condamner la constitution actuelle qui a fait de lui président. Je ne sais pas comment vous pouvez répondre aussi. Non, vous savez, les opposants, je dirais même opposants entre guillemets, parce que nous savons ce que c'est que l'opposition. Nous avons été dans l'opposition pendant autant d'années, vous connaissez. Nous savons ce que c'est que l'opposition. Ils font leur opposition et naturellement ils ont le droit de pouvoir contester quelque chose qui est, n'est-ce pas, demandé par le pouvoir en place. Mais d'abord je vais vous faire voir que du temps de notre leader Maximo, Étienne Tshisekedi Tshilombo, de Rose-Mémoire, il nous avait dit que cette constitution n'est pas bonne pour nous. Dès que l'UDPS, parce que moi je fais partie de l'UDPS, dès que l'UDPS va accéder au pouvoir, il faudrait qu'on puisse changer cette constitution. Donc c'est un testament qui nous avait décrit. Des deux, ça ce sont des intentions qu'on prête au président de la République. Dans aucun de ses discours, il n'a jamais dit qu'il veut se maintenir au pouvoir. Il prête des intentions tout simplement. Nous voulons changer la constitution parce que nous estimons qu'elle n'est pas d'actualité. Je l'ai dit tout à l'heure ici. Peut-être que je peux me reprendre sur cela, mais c'est la vérité. Tout simplement pour le bonheur, n'est-ce pas, du peuple congolais. Monsieur Jean-Marie, les gens ont besoin de savoir, est-ce que cette constitution a des faiblesses? Oui, elle a des faiblesses. Je prends juste un exemple, l'article 217, qui dit que lorsque notre pays est en conflit avec notre pays, et il peut, n'est-ce pas, céder une portion de notre souveraineté, n'est-ce pas, à ce pays là-bas pour avoir la paix. Mais ça, c'est une idée tout à fait loufoque. C'est un non-sens. Est-ce que vous pouvez vous imaginer aujourd'hui la France qui est en conflit avec l'Espagne et pour chercher la paix, la France dit que voilà, comme ça, nous avons des conflits pour cette partie là-bas de notre territoire, et bien nous vous cédons ça. Ça ne peut pas se faire. Ça ne peut pas se faire. Donc cette histoire là-bas n'est pas tout à fait normale. D'ailleurs, vous devez savoir qu'il y a quelque chose qui manque dans cette constitution. La loi Bakajika, que nous avons connue. C'est une loi qui dit que le sol et le sous-sol appartiennent à l'État congolais. Mais cette disposition n'est pas dans notre constitution. Ce qui veut dire que n'importe qui peut venir chez nous, il vient se servir. Et ça n'a pas de sens. C'est notre territoire à nous que Dieu nous a légué, nous a donné, nous devons vraiment pouvoir en jouer comme nous voulons. Voilà. Bon. Maintenant, je pense que le président de la République avait parlé qu'il y aura une commission, on est déjà en 2025. Je ne sais pas, cette commission-là aura quel rôle vraiment jouer? Oui, le président il avait dit qu'il va y avoir une commission. Parce que si on parle de la révision de la changement de la Constitution, il faut bien qu'on puisse chercher la crème intellectuelle de ce pays, qu'on puisse se mettre ensemble, même ceux-là qui ne sont pas, je peux dire même très intellectuels, qu'on les appelle aussi, qu'ils soient là pour donner aussi leurs idées. Parce que la Constitution, il doit émaner, n'est-ce pas, des aspirations du peuple congolais. Donc il faut d'abord chercher à ce que les personnes qui sont bien outillés puissent se mettre ensemble, essayer de réfléchir sur les faiblesses. Je ne dis pas que toute la Constitution, tous les articles sont mauvais, non, je ne dis pas cela, mais ce qui n'est pas bon, qu'on puisse voir comment est-ce qu'on peut chercher à changer ça, qu'on peut chercher comment à modifier ça pour que ça puisse pas correspondre aux aspirations du peuple congolais. Je crois que c'est tout à fait simple. Il a dit que c'est pour le mois de janvier. Aujourd'hui, nous sommes le 9 janvier. Donc, le mois de janvier n'est pas encore terminé. Soyez patients. Ayez vos apaisements, je crois que cette constitution sera mise sur pied bientôt et qu'elle va faire son travail. Ce travail là-bas, on va le donner au président de la République et puis maintenant, on va voir comment est-ce qu'on va encore cheminer pour voir peut-être devant l'Assemblée et voir peut-être devant le peuple avec les référendums. Mais dans cette constitution-là, il y aura quand même les catégories de personnes qui seront choisies et on va les faire comment? De manière sélective ou bien de manière générale, on va inclure tout le monde dedans
ou bien toutes les provinces, il y aura que les gens de Kinshasa, ou bien les gens du gouvernement. Les gens n'ont pas la lumière sur ça. Moi, je pense que, de mon point de vue à moi, il faut inclure tout le monde. Pour qu'il n'y ait pas des aigris, pour qu'il n'y ait pas de... Voilà, moi, on ne m'a pas intéressé à ça. C'est qu'on met tout le monde. Donc, toutes les sensibilités doivent être prises en compte. On le met ensemble et on réfléchit. Voilà pourquoi j'ai dit tout à l'heure ici qu'il n'est pas dit que c'est seulement la crème intellectuelle qu'on va mettre là-bas. Même ceux-là, le bas peuple là, on peut aussi prendre quelques-uns aussi qui viennent aussi donner leur point de vue. Je crois que c'est comme ça qu'à ce moment-là que ça peut vraiment aller de l'avant. Monsieur Jean-Marie, je pense très bien qu'il y a un peu un débat sur ce sujet ici, vraiment, qui réjouit les uns et qui fait mal aussi aux autres. Dans le débat, les gens disent très bien que cette constitution, elle est étrangère. Elle n'est pas adaptée à nos réalités. Ce n'est pas une constitution vraiment congolaise. Mais récemment, ici, je ne sais pas si vous avez à suivre le professeur Mampouya. Il était devant un journaliste où il disait très bien que non, ce sont eux. Ils étaient parmi les rédacteurs de cette constitution. Il est parmi. Quand il a dit très bien, quand il a été questionné que non, c'est une constitution des étrangers, il a dit non, non. Partout ailleurs, lorsqu'on veut rédiger une constitution, on peut toujours se référer un peu à certaines constitutions des pays déjà qui ont déjà émergé, qui ont déjà un peu certaines avancées. Ce n'est pas dit, ce n'est pas ça. Ceux qui disent très bien, le professeur, comme le professeur Mbata et les autres, il a nié tout cela, dit très bien que non, non. Il était d'abord lui-même, il est congolais, le professeur Mampouya. Il faisait partie de l'équipe. Bien, merci pour la question, elle est vraiment pertinente. Je crois qu'il faut faire la part des choses. Lorsqu'on dit que cette constitution est étrangère, ça dit que c'est une constitution. D'abord, elle a été rédigée à Liège. Ça, vous devez le retenir, ce n'est pas ici chez nous. Le professeur Mampouya refuse. Hein? Non, ça passe. Bob Kabamba l'a dit. Vous avez déjà suivi l'interview de Bob Kabamba. Le professeur Bob Kabamba a dit que ça avait été rédigé à Liège, cette constitution ici. Lui-même avait été délégué par le Sénat belge. Vous comprenez ça? Donc c'est quelque chose. S'il y avait, je n'ai pas dit qu'il n'y avait pas de Congolais. Ils étaient là. Mais est-ce qu'ils avaient la majorité pour pouvoir, n'est-ce pas, donner leur point de vue, pour que dire ça vient des Congolais? Je ne pense pas. Qui dit la vérité? Bochab dit très bien qu'il était dans la commission. Oui. Lui-même aussi, le professeur Mampouya reconnaît très bien que Bochab, il est venu à la fin. Un grand travail était déjà fait. Oui, mais qui dit la vérité? Mais la vérité, elle est là, tout à fait simple. Nous ne nions pas que les Congolais n'étaient pas là. Ils étaient là, mais est-ce qu'ils avaient la majorité pour pouvoir, n'est-ce pas, faire passer leurs idées? Ça, je ne pense pas. Et puis, c'était quelque chose qui venait de la Constitution française, mais là, avec, c'est pas moi, de Belges, pour chercher quelque chose là-bas qui pouvait peut-être correspondre, n'est-ce pas, aux aspirations de belligérants. Parce qu'en fait, si vous avez bien suivi le professeur Bob Kabamba, il avait souligné cela que le Congo était un gâteau qu'il fallait se partager. Tous ces belligérants sont venus chacun pour prendre sa part. Et lorsqu'on veut prendre sa part, on cherche à ce que ses intérêts soient protégés. Est-ce qu'on voit ces intérêts du peuple congolais? Non. Voilà un peu. Et tous ces belligérants là-bas, ils avaient tous leurs parrains derrière. Ils se disaient qu'ils sont des Congolais, nous nous battons pour le Congo, mais derrière, il y avait toujours des gens qui étaient là pour pouvoir leur donner des armes et donner ainsi de suite. Donc ça, c'est quelque chose que tout le monde doit comprendre. Quel conseil que vous pouvez donner un peu aux hommes, aux opposants un peu sceptiques par rapport au changement de la Constitution et une partie de la population aussi qui s'oppose aussi à cette démarche? Oui, moi je pense que tout à l'heure, lorsqu'on m'a parlé d'opposition, j'ai dit que c'est une opposition entre guillemets. Parce que c'est une opposition qui change. Aujourd'hui, il peut dire non. Il y a les anciens là-bas, hein? Il y a le Martin Fayoulou, n'est pas n'importe qui. Il y a Katumbi, il y a ces gens-là ne sont pas des gens minimisés. Hein? D'accord, c'est bien. Même ancien chef de l'État, Joseph Kabila, n'est pas moindre. Il a dit très bien qu'on ne peut pas vraiment laisser cela passer facilement comme ça. Je vous informe que ça passera. Nous ici, ça passera. Je vous informe que ça passera. Pourquoi? Nous avons révisé cette constitution, nous avons boycotté ça, vous vous rappelez? Mais c'était passé. Nous étions dans l'opposition, nous avons dit, cette constitution, nous n'en voulons pas. On ne va pas voter, on ne va pas voter ça, on ne va pas au référendum. Mais c'était passé. Et ça va passer. Pourquoi? Parce que je vous informe que ce que nous sommes en train de faire là, d'abord, c'est une sensibilisation devant notre population pour qu'elle comprenne le bien fondé, n'est-ce pas, de pouvoir changer cette constitution-là. Ou bien la réviser. Parce que là, nous ne sommes pas encore mis d'accord. On va changer ou bien réviser. En tout cas, rien n'est encore. Ça reste seulement un secret mystère. Ce n'est pas un secret, c'est-à-dire que ce que le peuple va décider, c'est ce qui va se faire. Tout simplement. Donc ce n'est pas un secret. C'est-à-dire que ce n'est pas le président qui veut le changement de la Constitution, c'est le peuple qui le veut. Lui, il a donné le go.
parce qu'il a dit que ça ne va pas. Mon peuple, vraiment, il faut qu'il puisse faire quelque chose. Alors, maintenant, le peuple lui-même va décider est-ce que ça va être un changement ou bien ça va être une révision. Donc, je ne saurais pas vraiment vous répondre à cette question là-bas. Alors, j'ai dit tout à l'heure ici que opposition entre guillemets, pourquoi? Parce que il y a ces opposants-là qui, le matin, il dit oui, et puis l'après-midi, il dit non. Finalement, donc, ce sont des gens qui ne savent pas vraiment qu'est-ce qu'ils veulent exactement. Il y a quelqu'un là, un opposant, que je ne vais pas citer le nom ici, qui s'était farouchement opposé à au changement ou bien à la révision de la Constitution. Après un temps, on lui a rappelé que mais toi, à l'époque, tu voulais qu'on puisse changer cette Constitution là-bas. Qu'est-ce qui se passe maintenant? Il dit bon, ça va, on peut réviser ça, mais il faut qu'il soit aussi dans cette commission-là. Vous comprenez un peu ça? Il faut parler des listes sans, je pense. Pour ne pas les citer. Il faut qu'ils soient aussi dans cette commission là-bas. Bon, c'est-à-dire que la commission va être, n'est-ce pas, constituée de toutes les sensibilités, comme je l'ai dit tout à l'heure ici, même les opposants qui viennent là-bas aussi, pour pouvoir, n'est-ce pas, aussi défendre ceux qui trouvent que ce n'est pas correct. Parce que ce Congo nous appartient à tous. Ce n'est pas pour le président Tshisekedi, ce n'est pas pour vous, ce n'est pas pour moi, c'est pour nous tous. Par conséquent, nous tous, nous devons nous mettre d'accord. C'est ce que nous devons faire pour le changement ou bien la révision de la Constitution. Voilà. Nous allons parler maintenant aussi du Haut-Katanga. Vous êtes au cadre dans l'espace Haut-Katanga. Comment vous trouvez la gestion du gouverneur Jacques Yabula Katwe? Si vous voulez aussi revenir un peu résumer sur tout ce qui s'est passé en 2024, aujourd'hui on est en 2025, surtout dans quelques minutes seulement. Bon, je pense que le gouverneur Jacques Yabula, il fait son travail. Il fait son travail en tant que gouverneur. Il n'est pas parfait, ça se voit. Personne dans ce monde n'est parfait. Chacun aussi a ses points forts et ses points faibles. C'est tout à fait normal. Mais au moins, il y a quand même certains éléments visibles que nous voyons pour le travail qu'il a de faire. Et que même lorsque le président était venu, je crois qu'il lui a jeté des fleurs, tout le monde était là, a suivi. C'est un bon élève qui a la vision du chef de l'État pour pouvoir, n'est-ce pas, implémenter quelque chose de très bon pour la population dans ce pays, en fait, dans notre province du Haut-Katanga. Par conséquent, moi je pense que il a fait son premier mandat. Il a demandé le deuxième mandat, on le lui a accordé. Il est là. Qu'est-ce que vous voulez? Laissez-le travailler, qui travaille, qui puisse, n'est-ce pas, mettre aussi la main à la pâte. C'est ce qu'il tentait de faire pour que tout le monde puisse, n'est-ce pas, même ceux qui doutaient, qui puissent dire ah, en tout cas, on avait douté, mais nous voyons que quand même que ça va. Mais les gens l'accusent de beaucoup de choses. Mais tout le monde ne peut pas être d'accord avec lui. Qu'est-ce que vous voulez, papa? Je vous dis que c'est tout à fait normal. Il ne paye pas les travailleurs, les fonctionnaires de l'État. Je ne sais pas si vous êtes au courant de ça. Il est un peu aussi un peu trop tribal. Oui, moi je pense que tel que vous m'avez donné l'opportunité, c'est une occasion pour que je peux peut-être vous donner aussi un petit conseil. S'ils ne payent pas les agents, mais ils doivent les payer, parce que c'est leur droit. Tout travail mérite un salaire. Ceux qui ont travaillé doivent être payés normalement. Il faut qu'ils le payent. Pourquoi ils ne le payent pas? Ce n'est pas l'argent qui manque dans cette province ici. S'il est tribaliste, qu'il arrête d'être tribaliste. Parce que nous sommes tous là-bas. Moi, je ne suis pas un Haut-Katangais. Je suis là, mais je pense que là où je vis, c'est dans mon pays et que la Constitution me permet de faire d'être ici. Par conséquent, je pense qu'il ne doit pas avoir tellement les gens de son coin pour qu'ils puissent pas donner des avantages. Il va donner des avantages à tout le monde. Parce que tous les Haut-Katangais sont sous sa direction. Il doit donc essayer de donner la bonne part à tout le monde. C'est tout ce que moi je peux te dire. Quelqu'un m'a écrit ici, il m'a dit, il a dit dans son message, depuis la prise de fonction l'année passée par le gouvernement provincial du Haut-Katanga, il n'y a pas un cabinet. Il n'y a pas de cabinet jusqu'à là, un peu officiel, je ne sais pas. Depuis la prise de fonction l'année passée, le gouvernement provincial du Haut-Katanga n'a pas un cabinet. Il en est de même pour les ministres provinciaux. Est-ce que c'est vrai ça? Oui, c'est vrai. Mais je viens d'apprendre aujourd'hui qu'il y a déjà des ministres qui ont déjà commencé à nommer les membres de leur cabinet. Aujourd'hui, j'ai appris cela. Avec un grand retard. Hein? Oui, après, avec un grand retard, peut-être ça peut s'expliquer. Lorsque vous engagez des gens, il faut être sûr qu'on va les payer. Est-ce qu'il y avait déjà un budget pour pouvoir, n'est-ce pas, savoir que dès que les gens seront là, ils sont
en train de travailler qu'à la fin du mois, ils vont avoir leur salaire. Parce que sinon, si vous commencez à accumuler déjà de retard de paiement, ça va encore avoir des répercussions plus tard, ça va être compliqué. C'est ce que moi je pense. En dehors de ça, je ne vois pas une autre explication. Parce qu'il faut payer. Il faut payer les salaires. Si on ne les paye pas, ce n'est pas normal. Vous voyez ce qui s'est passé hier, le 8. Je pense qu'aujourd'hui c'est jeudi. Hier c'était mercredi. Où on a vu le vice-gouverneur Martin Kazembe être convoqué au niveau de l'Assemblée provinciale. Les gens disent que c'est le gouverneur Jacques Aboulou qui est derrière tout ça. Il est comme M. Martin Kazembe, il est pragmatique. Il n'est pas beaucoup plus dans oui, 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 oui. Maintenant, le gouverneur a trouvé que c'est un gênant. Il faut faire tout pour qu'il soit démis de ses fonctions. Comment vous trouvez un peu ces histoires-là? L'année commence, les gens viennent de fêter. Il y a eu un peu hier le crépitement des balles, des arrestations, d'autres ont passé nuit au cachot. Et tout ça, pourquoi? Pourquoi tout ça? Pourquoi tout ça? En tout cas, à mon humble avis, je ne saurais pas donner vraiment une réponse potable. Parce que je ne connais pas les tenants et les aboutissants de ce dossier-là. J'ai appris, comme monsieur tout le monde, qu'il était convoqué. Mais vous n'êtes pas aussi tout le monde, parce que d'abord Martin Kazembe, il est de votre parti politique. Vous êtes aussi conseiller, même au niveau de l'Union sacrée. C'est-à-dire que vous avez la facilité de rencontrer le gouverneur à tout moment que vous désirez. Vous avez la possibilité de rencontrer monsieur le vice-gouverneur. Quand vous parlez très bien que non, j'ai reçu aussi ce message comme tout le monde. Mais moi, j'ai dit, vous n'êtes pas tout le monde. Non, je dis cela pourquoi? Parce que je fais la politique, c'est vrai, mais j'ai aussi d'autres obligations professionnelles que j'ai qui, pour le moment, m'empêchent même de pouvoir me libérer comme il faut. Rappelez-vous qu'on a pris rendez-vous avec vous hier et je n'ai pas pu le tenir parce que mes obligations m'ont empêché. C'est seulement aujourd'hui qu'on a pu se rencontrer. C'est vous dire que parfois je suis aussi un peu bloqué dans les obligations professionnelles qui font que je n'ai pas toute l'information. Donc, je disais que j'ai appris cette information-là, qui avait été convoquée pour un problème de spoliation immobilier, n'est-ce pas, des pouvoirs publics, lorsqu'il était encore maire de la ville. C'est ce que j'ai appris. Comment cela? Moi, je ne sais pas comment ça s'est passé, parce que lui, il était maire de la ville, moi, je n'étais pas avec lui, je n'ai pas travaillé dans son cabinet. Je ne sais pas comment cela se fait. Et qu'il y avait... C'est-à-dire ce n'est pas les actes à poser quand il est vice-gouverneur. Non. C'est les actes qui datent. Hein. Je me demande, mais maintenant, là-bas, on l'appelle vice-gouverneur, puis on l'appelle maire de la ville, je ne sais même pas comment ça se passe là-bas. Donc, c'est vous dire que les actes pour lesquels il est interpellé, si je peux m'exprimer ici, c'est lorsqu'il était maire de la ville. Est-ce que ce n'est pas à la justice de faire ce travail-là? Est-ce que c'est au Parlement? Le Parlement ne se situe pas à la place de la justice. Bon, peut-être ça fait partie aussi des attributions des députés, de faire aussi un contrôle parlementaire. Je crois que on peut leur accorder... Parce que si on a trouvé que non, quand il était maire de la ville, il a eu un pays à vendre, faire ceci. Or, bon, si on trouve, il y a des preuves tangibles que non, il est vraiment impliqué dans cette affaire. Mais c'est à la justice de faire ce travail-là et rétablir ses responsabilités. Mais parce qu'il y a certaines personnes qui m'ont appelé pour dire très bien que nous trouvons très bien qu'il y a violation. Ce n'est pas au président de l'Assemblée, ce n'est pas aux députés d'entendre. Parce que si ça arrivait que d'autres personnes sont citées aussi, qui ne sont ni députés ni ministres, alors le Parlement maintenant va les interpeller ou bien va faire quoi? C'est une question qui peut se poser en dehors. Et n'étant pas juriste, je ne saurais pas vraiment répondre comme il faut à ce niveau-là. Et que, à ce que je sache, le Parlement provincial a initié, n'est-ce pas, une commission d'enquête. Elle a fait ses enquêtes, elle a fait son rapport. Et maintenant, comme il n'est pas incriminé, mais comme il est cité dans ce dossier là-bas, il fallait que les députés puissent aussi l'entendre. Ça fait partie du jeu démocratique, des interpellations, n'est-ce pas? Ils le font parce que ça fait partie de ce qui est prévu, n'est-ce pas, dans la Constitution. Alors, peut-être qu'après, si jamais il s'avérait que c'est qu'ils ont comme conclusion dans les enquêtes
était vraiment fondé, il peut maintenant aller au niveau de la justice. Mais je ne sais pas, je ne pense pas. Je ne pense pas. Je crois aussi avoir suivi l'Ambalamba dans une vidéo où il disait que j'ai tous les documents ici pour, c'est pas moi, les lacs artificiels là-bas, ou c'est pas moi, la rivière Kafoubou, là où il a fait ses travaux là-bas pour créer un truc là-bas. Mais il dit que j'ai tous les documents. Il a vu les services de cadastre, il a vu les services de l'urbanisme, il a vu tout le monde. Il a sorti autant de documents, il avait dit tout est OK. Mais non, moi, personnellement, je ne sais pas à quel niveau c'est le problème. Alors, monsieur, mais je pense que vous savez très bien les problèmes que les Congo fait face. On a le problème des infrastructures, on a des problèmes d'un paiement, on a beaucoup de problèmes. Mais pourquoi convoquer une session extraordinaire juste pour un individu, monsieur? Hein? Peut-être que c'est un problème qui est maintenant politisé, je ne sais pas moi. Est-ce que vous êtes le président de la République ou ces gens aident le président de la République? Vous savez, on a un problème de routes, on a un problème. Dans certains quartiers, ils n'ont pas d'eau. Mais pour sortir, c'est-à-dire que le gouvernement, les autorités, les politiciens congolais trouvent bon seulement au moment actuel de faire sortir 2 millions, 3 millions de dollars juste pour un individu. Je ne peux pas comprendre comment vous trouvez aussi ça. Bon. Ce n'est pas jouer à la caisse de l'État. Oui, évidemment, il y a des implications financières dans cette session extraordinaire là-bas, parce que le député, pour les gens qui vont là-bas, ils attendent à ce qu'on puisse leur payer, c'est pas un jeton de présence, je ne sais pas moi, leur per diem pour avoir participé à cela. C'est l'argent qui sort de la caisse de l'État. Ils le font pour un objectif qui est tout à fait légal, pour un objectif, n'est-ce pas, qui est politique, ou je ne sais pas moi. Ça, je ne saurais pas vraiment répondre à cette problématique là-bas. Ça dérange quelque part, ça. On parle un peu aussi de votre parti UDPS. Récemment, ici, vous êtes à Kinshasa. L'objectif de votre voyage, c'était lequel? Kinshasa, on a vu, vous avez un peu aussi passé un temps là-bas. Oui, nous sommes partis à Kinshasa parce que nous avons été convoqués par le secrétaire général, Justin Kabouya, pour les états généraux, n'est-ce pas, des fédérations. Nous sommes arrivés là-bas et il fallait maintenant qu'on puisse se réunir pour réfléchir un temps soit peu sur la problématique même de la révision ou bien du changement de la Constitution. C'était ça en fait l'objectif de ces assises-là. Est-ce que votre parti UDPS est bien organisé dans les Haut-Katanga? Vous demandez s'il est organisé? Oui. Il est organisé parce que nous avons 3 fédérations, Fédération Lubumbashi, qui ne s'entendent pas. Il y a beaucoup de problèmes. On a dit Michel Kaboué, ça ne passe pas, telle fédération contre telle fédération, un grand désordre, d'autres soutiennent Martin Kazembe, d'autres. Hier c'était la bataille entre UDPS, enfants de la même maison. On a vu aussi bon, je ne sais pas, c'est à vous vraiment d'éclairer un peu la lanterne, je ne sais pas. Mais les gens voient très bien qu'il y a vraiment cette cacophonie-là qui monte toujours en puissance, presque tous les jours. Bon, là où vivent les gens, il y a toujours des problèmes, ça ne manque jamais. C'est vrai. Il y a certaines dissensions qui font que d'autres n'aiment pas travailler avec tel, qui se retirent, qui se replient, qui font autre chose. L'autorité prend des décisions, il y en a qui refusent ces décisions là-bas, et ainsi de suite. Ça crée des problèmes. Je pense que, quelque part, on doit trouver des décisions idoines pour mettre fin à cela. Parce que ça montre une mauvaise image de l'UDPS. L'UDPS, moi que j'ai connu, n'est pas ce qu'ils sont de devoir actuellement. J'ai parfois honte. Je l'ai dit à ma conscience, parce que on se sent un peu humilié par certains comportements de certaines personnes qui parfois ne connaissent même pas les statuts du parti, mais se disent qu'ils sont des l'UDPS. Ça, je vous l'ai dit franchement. Ils ne connaissent même pas les statuts de l'UDPS. Ils se disent, je suis UDPS. C'est seulement dire, tenez bon, et ça s'arrête là-bas. UDPS vivent. Alors, c'est des gens pareils, lorsqu'ils viennent au parti, c'est pour créer la zizanie.
Et il faut les recadrer. Il faut les recadrer. Et nous estimons aussi que la hiérarchie du parti doit prendre aussi ses responsabilités dans ce cadre-là. Je pense que nous sommes arrivés à la fin de notre mission. Il nous reste à peu près 3 minutes. Je peux vous poser la première question. Est-ce que vous pouvez me citer 5 personnes qui travaillent bien dans l'espace Okatanga? 5 personnes qui ont eu à vous convaincre. Attention. Selon la vision du chef de l'État et qui est aussi le gouvernement. Des personnes dans quelle structure? N'importe. Waouh. Ça, c'est comment. C'est difficile de répondre à cette question-là. Parce que on risque de faire même la promotion de certaines personnes au détriment d'autres. Et c'est pas bon. Je préfère ne pas répondre à cette question-là. Voilà. C'est vrai. Oui. Ça va, on passe à cette question-là. La deuxième question. Il paraît qu'il y a un problème entre Madame Joyce et la bourgmestre de la commune de Kampembe, qu'elle est suspendue. Bon, les gens m'ont demandé, vous êtes politologue de formation, je pense que vous maîtrisez très bien la question. À Kolosi, on a vu Madame Fifi Masuka suspendre aussi un bourgmestre. Ici à Lubumbashi, après quelques jours, on voit aussi que c'est le maire de la ville qui suspend aussi les bourgmestres. Comment la Constitution prévoit? C'est-à-dire qu'on peut se réveiller un certain matin comme ça, parce que les gens m'ont dit très bien que mais, comme vous avez une émission avec le M. Chilumbu, qui laissait un peu de parler un peu sur ces sujets-là, qui a compétence, parce que les bourgmestres sont aussi nommés par ordonnance. C'est-à-dire qu'on peut se réveiller seulement un certain matin comme ça et suspendre un bourgmestre. C'est quoi un peu ces litiges, vous qui êtes un peu aux affaires? Vous savez, parfois on fait de l'amalgame dans la gestion des choses publiques parce que on y met du sentiment de suivre les textes. Si on devait suivre vraiment les textes qui nous régissent, je crois qu'il n'y aura pas beaucoup de problèmes dans la gestion. Mais parce qu'on n'aime pas tel, la tête de tel ne te plaît pas, eh bien, on commence à lui créer des problèmes. Si vous prenez les cas de loi là-bas, des bourgmestres qui avaient été suspendus là-bas, vous avez entendu aussi que le vice-premier ministre chargé de l'Intérieur avait convoqué Mme Fifi Masuka là-bas. Je ne vais pas savoir ce qui s'est passé par la suite. Donc, il y a quelque chose qui n'allait pas. Ici, lorsque vous me dites que Mme Bourgmestre a suspendu... Madame le maire... Madame le maire a suspendu... Madame Mireille Mende, la bourgmestre de la commune de Kampembe. Bon, là, moi, vous m'apprenez, je ne suis pas au courant. Il y a même un document qui est en train de circuler. Hein. Voilà. Alors, je n'ai pas cette information-là. C'était pour quelle cause? Moi, je ne connais même pas. Il paraît aussi qu'il y a même une commission déjà ici qui est en train de chercher la vérité sur cette affaire. Mais Madame Mireille est suspendue par le maire de la ville. Alors, laissons la commission faire son travail comme ça. Ils vont nous fixer. Donc, moi, je ne sais pas vraiment répondre. Vous êtes un doyen d'âge. Oui. Vous êtes vraiment un ancien dans le monde politique. Vous avez quand même trouvé la chance d'être avec ce que dit le père. Quel conseil que vous pouvez donner, que vous donneriez à cette génération montante qui n'est pas vraiment dans votre démarche? Parce que même la Bible dit très bien que quand une maison est confrontée à des luttes internes, elle ne peut pas subsister. Quand il y a vraiment trop de problèmes entre vous, les gens de l'UDPS, vous fragilisez d'abord le président de la République, vous fragilisez votre pouvoir. C'est ça. Oui. Alors quel conseil que vous donneriez en tant que doyen d'âge? En tant que doyen, je crois qu'il faut d'abord demander à jeunes gens là qu'ils puissent un peu suivre ce que nous sommes en train de faire. On dit en Swahili que Kinywa Yamose, qui n'a pas mais qui se met à c'est-à-dire que pour ceux qui ne connaissent pas le Swahili, la bouche d'un vieillard sent mauvais, mais elle dit toujours la vérité. Cette vérité là-bas, tout à l'heure, j'ai épinglé ici un point. Si on devait tous nous conformer aux textes qui nous régissent, il n'y aura pas de problème. Ça, c'est très important. Les textes qui nous régissent, parce que les textes qui nous régissent sont impersonnels.
ils n'ont pas été conçus comme un prêt à porter pour tel ou tel. Non, c'est fait pour tout le monde. Alors, si tout le monde pouvait se conformer à cela, ben, il n'y aura pas de problème. De deux, lorsque on fait partie d'une organisation, il faut connaître les statuts de cette organisation là-bas, comment ça fonctionne. Je l'ai dit tout à l'heure encore ici, il y en a qui ne connaissent même pas, par exemple, comment fonctionne même le parti. Même les différentes structures du parti, ils ne les connaissent pas. Tout ce qu'ils savent, c'est dire, tenez bon, ils dépassent d'un cran. Et ça va être là, il dit qu'ils dépassent. Vous savez, je vais vous donner un cas. Un jour, j'étais à la permanence de l'UDPS. Du temps de l'ancienne maire, qui avait aussi défendu à ce que les motards ne puissent pas dépasser un périmètre là-bas. Un jour, du bruit à l'étonné, je sors là-bas. Madame Poutine. Oui, Madame Poutine, j'assumais l'intérim de la fédération. Je sors là-dehors du tout, là-bas, une centaine de motards là-bas avec leurs motos. Dit, qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi venir? Non, on est en train de nous pourchasser, nous sommes venus chez nous. Ça. Tiens, vous êtes venus chez vous? Chez vous ici? Oui. Vous êtes membre de l'UDPS? Oui. Montrez-moi vos cartes. Personne n'a sorti sa carte de membre. Je dis, mais moi je ne vous connais pas. Sortez d'ici. Je les avais tous chassés, dit, partez, je ne vous connais pas. Donc c'est vous dire que ces gens-là, ils connaissent même pas. Et il y a aussi beaucoup de jeunes qui font aussi leurs lois dans des quartiers. Oh, je suis membre de l'UDPS. Ils ne respectent pas les autorités, ils ne respectent pas les lois du pays. Oh non, je suis militant de l'UDPS. Si vous jouez, c'est devenu un peu c'est un comportement qu'il faut décourager. Hein. Non, ça moi je refuse. J'ai toujours dit que vous êtes membre de l'UDPS. Vous allez vous violer une fille d'autrui. Vous faites des dégâts, vous volez ainsi de suite. Et puis vous dites, président, venez, intervention, venez. Moi, je ne vous verrai jamais. Je ne peux pas venir là-bas. Je ne peux pas encourager les mâles. Comportez-vous comme il faut et puis ça va. Parce que vous êtes parti au pouvoir, vous devez faire n'importe quoi. Là, moi, je ne refuse pas d'accord avec vous. Je ne suis pas d'accord. Donc, c'est ça que je peux demander. Ils doivent quand même essayer de respecter comment ça doit se faire dans une organisation. Pas aller là-bas du n'importe quoi. Ce n'est pas une jungle quand même. Votre mot de la fin. Le mot de la fin, je suis content que vous m'ayez donné cette opportunité pour pouvoir un peu m'exprimer sur certains aspects politiques de notre province. Et je voudrais aussi ici demander à toutes les personnes de bonne volonté qui peuvent aussi, n'est-ce pas, essayer de relayer ce que j'ai dit ici pour pouvoir, n'est-ce pas, faire passer les messages à tous ceux qui veulent, n'est-ce pas, comprendre pourquoi est-ce que nous sommes d'accord pour qu'on puisse soit réviser, soit changer la Constitution. Et ce n'est pas fini, nous allons organiser même des séances pour pouvoir expliquer, essayer, n'est-ce pas, de faire comprendre à notre population le bien fondé de cela. Je crois que ça va passer et la Constitution sera soit révisée, soit changée. Voilà. Votre avis aussi sur cette émission Coup de projecteur? C'est une bonne émission. J'ai vu d'autres émissions encore qui font parler des gens et qu'on découvre aussi. Et je vous encourage d'aller de l'avant. C'est très bon. Voilà. Merci d'avoir répondu vraiment à notre invitation. Merci aussi. Merci.